On est ravis de vous retrouver pour cette conférence sur le sujet, vous le voyez, qui est affiché à l'écran. Je vais faire une petite ouverture, chers conférenciers, juste pour réexpliquer un peu les règles du jeu. Numérique et rénovation énergétique, aide à la décision et solutions, ça c'est la thématique. On va essayer, on va pas essayer, on va aborder le sujet et on va le balayer correctement aujourd'hui. C'est une conférence qui va durer 1 heure. Hein. Vous savez, vous avez pris l'habitude, on est précis sur les temps qu'on en respecte. Alors, merci au SBA, au Smart Building Alliance, d'être avec nous, Pierre-Marie, de représenter le SBA, puisque c'est un cycle de conférences qu'on a co-organisé ensemble depuis sur toute l'année. Et on a parlé comment atteindre les objectifs dans le plan de sobriété, ça c'était en mars. Aujourd'hui, là, vous avez vu le sujet. En septembre, on va parler, alors je vous amène à l'hiver 2023, on ne sent pas vraiment l'hiver, là il fait 30 degrés dans la salle. D'ailleurs, pour la petite boutade, cher public, et vous qui êtes dans la salle, c'est qu'on a fait un choix de ne pas mettre la clim dans cette salle, donc de ventiler. Et on s'aperçoit à quel point ça peut être un peu douloureux pour nous tous et toutes. Mais en tout cas, on va tenir. Et encore, la conférence qui a lieu après, vous allez voir, c'est encore pire. Et puis on parlera effectivement en novembre, les données du bâtiment au service des territoires. Ça sera la dernière conférence. Merci à vous, chers conférenciers. Et d'ailleurs, il y a un petit trombinoscope là qu'on a avec vous toutes et tous. Je vais peut-être tout de suite commencer à faire ce tour de table de présentation. Je vous laisse prendre les micros. Peut-être vous présenter rapidement en 30 secondes. Pierre-Marie, allez, on peut commencer. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je représente la Smart Buildings Alliance aujourd'hui. Je suis son directeur marketing et communication et on est partenaire du cycle de conférences Améliorons la ville, le grand circuit. Et on est ravis d'accueillir nos membres aussi sur scène aujourd'hui. C'est super qu'on puisse croiser nos regards sur les différents sujets. Merci à vous. Estelle, alors pour continuer. Bonjour à toutes et à tous. Donc Estelle Bertin, je suis directrice marketing pour la société Codra Engineering, éditeur de logiciels de supervision. Je présenterai tout à l'heure. Top. Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Guillaume Balduzzi. Donc je suis chef de service dans la municipalité d'Aix-en-Provence, en charge de la gestion des contrats multitechniques et particulièrement dans un secteur, on va dire, un peu de bâtiments sensibles. Voilà, merci Guillaume d'être venu, parce que c'est vrai que la maîtrise d'ouvrage, bon, je fais un petit aparté, bravo à toutes et tous d'être venus, hein, mais la maîtrise d'ouvrage, c'est plus difficile de les avoir, d'avoir une maîtrise d'ouvrage sur les conférences. Vous avez fait cet effort et vous êtes venus avec, et c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour témoigner sur votre territoire. Ensuite, effectivement, on a Christian. Bonjour à toutes et tous. Christian Rosier, donc moi je suis un membre historique de la Smart Building Alliance. Je préside aussi au sein de cette association une commission qui est rénovation énergétique et numérique. Puis par ailleurs, parce que c'est pas un métier, je fais de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur le sujet du numérique, du smart building. Voilà, on avait dit, Pierre-Marie, qu'on commencerait par une petite présentation rapide, hein, parce qu'on va en reparler des travaux qui sont opérés par le Smart Building Alliance, mais en tout cas pour présenter Smart Building Alliance et puis le contexte de cette conférence, c'est pas cette présentation, Benjamin, excusez-nous, le contexte de cette conférence, ça permettra de cadrer le sujet. Ok, je vais essayer d'être assez court sur la Smart Buildings Alliance, pardon. Donc nous sommes une association qui a été créée en 2012, donc ça fait 1 an, en gros, qu'on prône l'utilisation raisonnée du numérique responsable. Alors ça fait beaucoup de mots savants, pour réussir les enjeux de la transition environnementale du bâtiment et de la ville. Donc voilà, on croit depuis toujours que le numérique peut être un super levier pour atteindre les objectifs environnementaux. Par contre, voilà, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Donc on travaille aussi sur comment est-ce qu'on structure, comment est-ce qu'on accompagne l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du bâtiment sur ces sujets-là. Donc sans rentrer trop dans le détail, mais la SBA est assez singulière de par sa communauté en fait, hein, donc des gens qui sont autour de cette table, mais il y en a beaucoup d'autres. On a à peu près 400 entreprises et organisations membres qui représentent tous les maillons de la chaîne, de la maîtrise d'ouvrage jusqu'au public, parapublic, en passant par les fournisseurs de solutions, etc. Et on structure nos actions autour de 3 piliers, le tertiaire, le résidentiel collectif et le territoire et la ville.
Et on travaille ensemble, on n'est pas juste un think tank, on fait vraiment des choses, on produit des ouvrages de référence, des guides pratiques, mais aussi des cadres de référence, qui est en fait une super méthodologie pour accompagner les parties prenantes du bâtiment dans le déploiement du numérique dans leurs projets. Et Christian l'a évoqué tout à l'heure, on a une commission dédiée à la rénovation énergétique et numérique, et ça c'est chouette, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui pour parler de tout ça. Avant de laisser la parole à Christian, je pense qu'il commence cet exposé. Le constat, c'est quoi? C'est que le bâtiment, je ne vais rien vous apprendre, mais on doit fortement accélérer sa transformation, sa transformation sur plein d'aspects, mais notamment sur le numérique, si on veut arriver à répondre aux enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique, de la préservation des ressources, etc. Donc il faut qu'on accélère, sur la transformation. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de leviers qui existent déjà aujourd'hui, et le numérique peut être un grand accélérateur de tout ça. Et il y a notamment un enjeu qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on arrive à massifier la rénovation énergétique dans le tertiaire, dans le logement collectif, dans les infrastructures des territoires. Il y a quelques facteurs clés de succès, en tout cas c'est nos convictions à la SBA. Le premier, qui est, je pense, le plus important, c'est le transfert de compétences, c'est la formation, c'est l'accompagnement, parce que toutes ces nouvelles problématiques qui frôlent parfois avec l'IT, avec le digital, etc., c'est pas des choses qu'on apprend quand on est ingénieur ou quand on fait du bâtiment. Donc nous, on croit beaucoup sur cette branche formation, accompagnement des compétences. Donc on a une offre de formation qui s'appelle SBA Academy, mais on a aussi plein d'autres initiatives qui permettent d'aller dans ce sens-là. Donc la formation, puis après la méthode, on en parlait au déjeuner juste avant. La méthode, c'est essentiel pour avoir un chemin critique, pour pouvoir déployer pour de vrai le numérique dans le bâtiment et la ville, pour plus de sobriété, plus de confort et plus de services. J'en ai terminé. Voilà, donc merci pour cette introduction, Pierre-Marie. On avait dit qu'on commencerait avec vous, Christian, d'ailleurs. Vous avez une présentation qu'on va afficher. Finalement, la question qui se pose, c'est comment engager une démarche et quelle méthodologie pour cette démarche de rénovation énergétique, sachant que, je vais vous passer la zapette, elle est là, c'est moi qui l'avais gardée, sachant qu'effectivement, on a des systèmes qui sont complexes. Comme on disait, il y a de l'humain aussi, et donc qu'il faut former, accompagner. On en parlait à table à midi, des patrimoines qui peuvent être plus ou moins importants et des travaux à réaliser. Bon, enfin, donc il y a un nouveau métier qui émerge, c'est le vôtre aussi, qui fait plus qu'émerger, qui est l'AMO Smart, qui conseille. Alors, vous allez nous préciser un peu c'est quoi ce métier, et puis effectivement, vous reviendrez sur un exemple de déploiement d'un système sur une Lyon Métropole Habitat. Tout à fait. Écoutez, c'est comme l'introduction est faite, je vais aller un peu droit dans le but. En fait, là, ce que j'illustre, c'est qu'aujourd'hui, la transformation numérique dans le bâtiment, pas simplement en lien avec le sujet de l'énergie qui nous préoccupe aujourd'hui, elle est multi-échelle. Elle est à la fois sur les bâtiments, à la fois à l'échelle du patrimoine, et puis elle va au-delà à l'échelle des territoires. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est que nous, on accompagne des acteurs à ces différentes échelles, à la fois parce que les acteurs se posent plein de questions, comment exprimer un besoin, n'ont pas toujours les bonnes visions des solutions ou du champ des possibles, et des champs des possibles, ils sont tellement multiples que c'est important. Voilà. Et puis après, derrière, comment on met en œuvre un projet et quelle ligne directrice on donne. Sur cette image-là, qu'est-ce qu'on observe si on fait un focus spécifiquement sur les données énergétiques? Tout en bas, on voit qu'il y a beaucoup de bâtiments où on a déployé des objets connectés, donc des capteurs, des actionneurs, qui sont pour faire par exemple des opérations de télérelève. Et souvent, ça, on a mis ça en place parce que ça répondait à un besoin, puis on s'aperçoit que ces données, elles sont quelque part chez les prestataires qui opèrent ces télérelèves. L'autre élément qu'on voit, c'est qu'on a souvent des difficultés de consolider des données énergétiques, entre autres, à l'échelle d'un patrimoine, parce que j'ai pas un bâtiment, j'ai des centaines, voire des milliers, ça dépend les acteurs de bâtiments. Et comment je consolide ça? On voit aussi qu'on a beaucoup de projets où les données énergétiques, elles sont traitées de manière silotée. Je réponds à un besoin qui est l'énergie, puis après-demain, je vais avoir un sujet qui est sur la qualité de l'air. Après-demain, je vais avoir un sujet sur la sécurité. Et qu'en fait, j'ai introduit des solutions, parfois numériques ou pas,
qui sont finalement vus dans ce monde siloté. Et puis, à une échelle qui est plutôt le patrimoine, sous la poussée des obligations réglementaires, j'ai besoin de consolider des actions pour avoir du reporting sur la base Opera. Et ça fait partie aussi des préoccupations que nous avons. Et idem sur le territoire. Tout ça pour dire que quand on prend rien que ce sujet d'énergie, on voit qu'en fait, les champs et les problématiques sont multiples. Et aujourd'hui, les acteurs ont du mal à s'y retrouver et à savoir par quel bout il faut attaquer. Parce qu'à travers cette carte, on voit, cette image, on voit simplement que je peux attaquer par le bas, par le petit objet connecté qui va faire une télérelève ou suivre un capteur de température, mais je peux aussi avoir une vision qui est une vision, comme ont certains, il faut que je fasse du reporting sur mon carbone ou sur mon énergie, et donc je suis plutôt à l'échelle du patrimoine. Et comment je prends tous ces projets. Et nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de leur donner une vision, une visibilité, et de se dire, il faut avoir cette image un peu globale et macro, et puis ensuite, il va falloir qu'on les accompagne autour de ça. Donc voilà. Et un rôle d'AMO, ça va être déjà de donner la capacité de poser un problème, donner une vision globale, montrer qu'il y a des champs du possible, et accompagner dans les processus, que ce soit le processus amont de auditer, diagnostiquer ou rédiger un programme, jusqu'à l'accompagnement sur la livraison de solutions. Voilà. Et je peux vous dire que beaucoup de projets aujourd'hui ont des difficultés à naître ou à se mettre en œuvre parce que les maîtres d'ouvrage en particulier ne savent pas forcément comment se débrouiller. C'est le point de départ. Évidemment, vous êtes en gestion de projet beaucoup et à initier ce projet. Parce qu'en fait, en gestion de projet, parce que je ne crois pas du tout à un rôle d'AMO qui serait simplement je te dis où il faut aller, puis débrouille-toi pour y aller. Aujourd'hui, c'est trop compliqué, il y a trop de solutions, il y a trop de champs de contraintes. Le numérique, c'est quelque chose qui est transverse, et en fait, la transversalité amène aussi la complexité. Juste pour terminer, et ça c'est essentiel, il faut comprendre qu'en fait, la donnée, elle n'a pas de mur. Elle n'a que les murs qu'on lui impose. Et que nos champs de représentation ou que les constructions que nous avons amenées sont souvent le fait qu'on a siloté les choses. J'ai verticalisé mes organisations, j'ai verticalisé les solutions. Donc en fait, j'ai construit des murs de partout. Or, une data, la température que j'ai dans cette pièce, pour mesurer peut-être du confort, elle peut servir pour de l'énergie, mais elle pourrait servir aussi pour traiter de la sécurité. Or, on voit bien tout l'enjeu de faire transiter cette donnée aux différentes échelles. Voilà. Donc ça, c'est un vrai enjeu, et je peux vous dire que les gisements sont extraordinaires quand on le prend comme ça. Là, je vais juste prendre un exemple qui revient de manière plus concrète sur... j'ai choisi cet exemple-là, il y en avait d'autres. C'est Lyon Métropole Habitat, bailleur social. Ce que je vous présente ici, c'est extrapolable chez une foncière privée, dans une collectivité publique, conseil départemental ou autre. Voilà. Donc, ne nous arrêtons pas au fait que c'est un bailleur social. Lui, son problème, c'était quoi ? Il a besoin de structurer une base de données qui est partagée, parce que souvent, c'est son problème. Il a plein de données, mais elles sont chez l'un qui gère les contrats, chez l'autre qui suit la facture, le troisième qui suit l'exploitation maintenance, en lien avec les prestataires qui viennent suivre les chaufferies, etc. Il a besoin d'avoir des collectes de données sur l'énergie, sur l'eau, de les contrôler, de suivre les contrats, de réaliser des analyses, des calculs spécifiques. Des calculs, c'est par exemple, je lisse la facturation sur une année, mais en réalité, je la lisse pour des raisons que mes locataires, il ne faut pas leur donner des à-coups en hiver parce que ça coûte trop cher. Mais à la fin de l'année, il faut régulariser. Et le calcul de régularisation d'une charge, quand vous avez comme Lyon Métropole Habitat 35 000 logements, c'est un tout petit peu complexe. Suivre des actions de management de l'énergie, réaliser des tableaux de bord, etc. Donc il avait plein de problèmes autour de ça, et on l'a aidé à accompagner, à poser le contexte et ses besoins, et à définir une orientation qu'on allait donner à son projet. Et le projet, il s'est transformé par quoi ? Il s'est transformé par deux grandes idées. Il fallait connecter une partie des bâtiments, pas tout, une partie, pour récupérer des informations qui étaient très utiles, des informations de température, des informations, par exemple, des informations de température sur l'eau chaude sanitaire, mais aussi sur le chauffage, des informations sur le fait qu'un automate d'une chaufferie marchait ou ne marchait pas, il était en défaut, etc. Et puis, des sous-compteurs.
Vous dites une partie parce que finalement, c'est pas les budgets nos limites, c'est pas les ressources humaines nos limites. Et à un moment, il faut faire des arbitrages et des choix. Bien sûr. Et donc il faut donner un éclairage qui dire voilà. Avec l'expérience ou avec les calculs, j'imagine aussi un peu, eh ben voilà où il faut aller, voilà quelle voie il faut prendre pour gagner. Donc, faire un classement sur les différents projets qu'on pourrait réaliser. C'est exactement ça. De toute façon, on n'a pas d'argent, on peut, donc il faut l'utiliser à bon escient, au juste nécessaire. Et ce qu'il faut surtout, et ça j'en reparlerai après, c'est s'assurer que l'argent que je mets aujourd'hui, il sera encore pérenne demain. C'est-à-dire que l'investissement, même s'il est minimaliste, c'est un investissement qui est pérenne. Et moi, je pense que ça, c'est l'enjeu du numérique aujourd'hui, et c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Oui, c'est un bras de levier. Alors, je rebondis, mais c'est un bras de levier parce que les économies qu'on réalise, finalement, c'est aussi de l'argent qu'on libère pour pouvoir faire un autre projet et ainsi de suite. Bon, on a quelque chose de boule de neige, là. Exactement. Et donc, il faut aller sur les efficacités premières pour engager tous les travaux. Exactement. Alors, voilà. Donc, nous, on a accompagné sur réfléchir comment on pouvait connecter 250 bâtiments, c'est déjà plus un petit détail. Et c'est donc avec quelle solution, quel cahier des charges, avec des exigences d'interopérabilité, de faire en sorte que les systèmes soient ouverts, évolutifs, je reviens, voilà. Et donc vous avez ce schéma-là, vous voyez des bâtiments, hein, des bâtiments qui datent des années 50. Hein, là, on est dans du logement social. Hein, donc ça pourrait ressembler à un bâtiment, l'annexe d'une mairie ou une crèche ou une école, si je me mettais dans un espace qui est... Il n'y a pas que le logement social qui est dans les années 50. Hein, c'est les bâtiments des 30 Glorieuses, on le retrouve sur tout type de patrimoine. Exactement. Et quand je travaille avec la ville de Paris, je peux vous dire que les bâtiments, ils sont plutôt dans l'histoire, dans notre patrimoine. Voilà. Et donc, on les a accompagnés là-dessus. Et en même temps, voilà, cette slide, elle est simplement pour montrer que on a fait le début. Tu as parlé, il a été parlé tout à l'heure de SBA, qui a un cadre de référence R2S, mais en fait, c'est déployer une infrastructure qui va permettre la convergence des données. Nous, on a cette vision que demain, il faudra une infrastructure qui fasse la convergence de toutes les données du bâtiment. Mais au départ, mon sujet, il est sur l'énergie, il est très focalisé. Et je mets la première pierre. Mais je m'assure que cette première pierre, demain, elle va pouvoir rentrer dans un ensemble plus global. Si je réussis ça, je suis garant que mon investissement, il est pérenne. Et là, je suis très vertueux. Et en même temps, je vais pouvoir construire après-demain une mutualisation de mon infrastructure. Donc ça, c'est un enjeu technique sur le patrimoine. Derrière, on a mis en place toute une plateforme pour consolider des données qui venaient à la fois des factures des fournisseurs d'énergie, à la fois de GRDF, parce qu'ils ont besoin d'avoir cette consolidation. J'ai besoin d'avoir mon patrimoine, suivre mes factures, suivre mes plans de comptage, voir qu'il y a des endroits où je dépasse des seuils. S'apercevoir aussi, ça c'est très fréquent, que comme j'ai un gros patrimoine, je suis en train d'avoir une tarification qui n'est pas la bonne et je pourrais avoir une tarification optimale, etc. Et suivre, et ça a été la grande vertu de ce projet, et c'est la grande ambition de ce projet, c'est de pouvoir faire en sorte que dans la plateforme qu'on construit, l'ensemble des acteurs qui vont agir sur le patrimoine, un bureau d'études qui est là, ou une entreprise générale qui est là pour changer la façade, pour faire l'isolation thermique. Un autre qui va changer la chaudière. Un troisième qui change une vanne de bouclage de l'eau chaude sanitaire. Hein, là, je vais dans quelque chose de très technique, vous allez dire, très détaillé, mais ça, c'est la vie du bâtiment. Et bien, faire en sorte qu'on trace chaque action et qu'on mesure l'impact de ces actions pour qu'on ait au final, à l'échelle d'un patrimoine de Lyon Métropole Habitat, qui est 1000 bâtiments. Hein. J'ai dit on n'a connecté que 250, mais en réalité, on va suivre tout le patrimoine, 1000, pouvoir comparer et me dire finalement, est-ce que ça c'est normal, est-ce que c'est pas normal, est-ce que je paye trop, est-ce que je paye pas assez, etc. Et est-ce que les actions que je mène, elles sont pertinentes. Et en faisant ça, on redonne du pouvoir à cet acteur, parce qu'on lui donne du pouvoir vis-à-vis en particulier de ses exploitants. Dernier point, je vais terminer là-dessus. Ce projet, quand on prend par le bon bout un projet, on est dans un projet de transformation numérique d'une organisation, parce que c'est vrai, on change les manières de faire, on change les processus internes. Et là, sur cet exemple-là, je voulais juste montrer que finalement, ça concerne tous les acteurs de l'entreprise. D'un petit projet qui était un projet au départ initial, il devient un grand projet, parce que la direction générale, demain, elle va avoir, sur la base de données qu'on lui propose, un accès sur des grands macros
indicateurs qui vont lui permettre d'avoir une vision de ce qui se passe. Le service d'énergie, lui, va pouvoir traiter le flux de ses achats et reprendre le pouvoir sur la négociation sur ses achats d'énergie. La maintenance-exploitation, pouvoir suivre ce que font réellement les exploitants au quotidien. Et pas avec les données que leur fournissent les exploitants, mais avec les données qui vont être partagées et maîtrisées par, en l'occurrence, sur Métropole Habitat. La direction du patrimoine pour avoir un outil décisionnel sur les bâtiments qu'il faut rénover. Et puis, les personnes qui suivent les factures, donc celles qui sont les personnes qui gèrent le suivi administratif des factures, elles-mêmes sont très intéressées parce qu'aujourd'hui, quand un locataire vient se plaindre et dit pourquoi ma facture augmente, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi. Elle prend son téléphone à 1, à 2 pour essayer de comprendre l'histoire. Et là, on va lui donner accès à l'histoire. Elle va s'apercevoir que c'est normal qu'on ait baissé ou qu'on ait augmenté pour telle ou telle raison. Voilà. Donc, on voit bien qu'on est capable, quand on mène bien un projet, d'aider pas simplement un ou deux acteurs, mais on décilote en même temps tous les acteurs de l'entreprise. Voilà. Voilà, merci à vous pour cette introduction. On va parler de logiciel aussi tout à l'heure, parce que je vois que là, il y a des solutions aussi derrière, techniques. Et ça, Estelle, vous allez y revenir derrière, parce qu'il faut effectivement des solutions qui permettent de gérer tout ça. Guillaume, allez, on continue avec vous pour ce témoignage sur Aix-en-Provence, parce qu'on en parlait d'ailleurs en déjeunant. Vous disiez, moi je compte presque le nombre d'équipements que j'ai. Et le nombre d'équipements, en fonction, ça ne dépend pas de la taille du bâtiment. Tout à fait. Et donc c'est ce nombre d'équipements aussi qui est un sujet important aussi pour moi. De toute manière, il faut bien se rendre compte que depuis de nombreuses années, on parle de taille, d'usage, et un peu moins du nombre d'équipements dans nos différentes typologies d'actions, comme par exemple dans l'éducation. Vous allez arriver sur des bâtiments scolaires, vous allez avoir des bâtiments équipés avec 2 chaufferies, quelques équipements connectés. Et puis vous allez arriver sur des bâtiments beaucoup plus petits en taille. Ça peut être une salle dans laquelle on est aujourd'hui, dans laquelle on est bardé d'équipements techniques qui sont consommateurs d'énergie, qui sont aussi à un moment donné à fédérer pour avoir un état, on va dire, permanent de leur fonctionnalité. Et ça ne demande pas du tout la même approche, en tout cas au niveau smart building. On doit se poser des questions sur le type d'équipement, la manière qu'on a de les voir, la manière qu'on a de ramener l'usage aux besoins, et bien entendu, forcément, à un moment donné, de comprendre et de s'intéresser à ce qu'on possède, en fin de compte. Je parle en tant que représentant d'une collectivité, donc on possède tout ça, et on n'est pas toujours vraiment maître de ce qu'on possède. On sait que ça existe, mais on n'a pas toujours les éléments, on va dire, factuels à notre portée. Voilà, je vous laisse dérouler votre présentation. Alors moi, j'ai voulu vous présenter un stade donc de rugby à Aix-en-Provence, qui abrite donc un club principalement, mais qui aussi fait l'objet donc de compétitions de Pro D2, donc qui est aussi en lien avec la fédération de rugby et toutes les obligations réglementaires que comporte la Fédé. Ce stade, je l'ai récupéré en contrat multitechnique en 2021. C'est un stade qui était, on va dire, géré en silo, tel que nous l'a présenté notre AMO. C'est souvent le cas dans les collectivités, on travaille énormément en silo. C'est parfois une solution, mais dans le cadre du smart building, c'est un gros problème. C'est un problème qu'il faut aborder. La chance des contrats multitechniques qui sont à ma portée font qu'on est sur un interlocuteur unique et donc on décilote l'ensemble des sections qui sont dans le contrat, que ce soit l'électricité, le courant fort, le courant faible, l'informatique, le CVC, j'en passe. Et donc ça m'a permis de pouvoir mettre en œuvre une stratégie et je vais vous la présenter. Donc je commence par vous présenter donc ce site qui est quand même un site de 9000 places. Vous allez voir que du coup, ce qui est vraiment principalement intéressant, c'est de s'apercevoir qu'on a plusieurs entités. On en a encore parlé juste avant, mais c'est une redite, mais c'est une réalité. On a des propriétaires, des gestionnaires, des mainteneurs, des utilisateurs. Tout ça est très 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 important pour lier le sujet de l'énergie. Le contrat de maintenance, je voulais un peu expliciter, mais il y a environ 1200 équipements. Je ne vais pas vous les détailler, mais je vous ai donné une idée de ce qu'on pouvait trouver. Même dans un stade, on ne peut pas s'imaginer le nombre d'équipements qui peuvent s'y trouver, alors que ce soit pour les loges, mais que ce soit aussi pour les équipements de sûreté, de sécurité, tout simplement parce qu'on a un ERP de première catégorie.
Les objectifs principaux qu'on s'était fixés avec la direction et moi-même, c'était de faire face à l'augmentation des prix de l'énergie en réduisant la consommation de gaz et d'électricité en vue du décret Bax et du décret tertiaire. Ça, c'était à quelle période ça, quand est-ce C'était que vous avez 2020. 2020, oui. C'était les premiers sujets de 2020 parce qu'il a fallu auditer le bâtiment avant de monter un contrat de ce type. Donc on a eu un an un peu d'études de l'installation, des différents systèmes qu'il y avait de présent et comment on pouvait les intégrer dans un cahier des charges pour se lancer sur un appel d'offres et pouvoir l'ouvrir le janvier 2021. En même temps, on avait un club qui progressait et qui montait en niveau et qui aspire à passer en top 14 avec des contraintes encore différentes au niveau de la fédération et une explosion aussi du public, de beaucoup plus de gens qui viennent voir des matchs, des retransmissions télévisuelles, etc. Donc grosse attractivité, gros phare, on va dire, sur ce site. Donc il fallait garder le même niveau de service et comme on était parti aussi avec un mécanisme siloté qui nous fait perdre beaucoup de temps dans l'action, on était parti dans l'idée d'essayer d'améliorer ça, évidemment au passage. Et puis enfin, le troisième point, c'était préparer l'avenir. On en a parlé, l'interopérabilité des équipements. Est-ce que c'est valable 1 an, c'est valable 2 ans? Est-ce qu'il faut réinjecter de l'argent? On est, nous, garants des deniers publics. On ne peut pas se permettre de partir sur du gadget et ensuite de redépenser de l'argent systématiquement pour rattraper les erreurs qu'on pourrait faire en faisant des mauvais choix. Donc on était vigilants sur ce point-là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une méthode, je les ai décrits en 7 points, ils ne sont pas dans l'ordre chronologique, mais ça nous permet d'avoir un petit canevas d'idées de ce qu'on a pu mettre en place. En tout cas, mon service, ça a été de faire d'abord un état des lieux conso-coût par équipement, de manière assez précise, en regardant même les cycles de fonctionnement de certains équipements. Ça peut être anecdotique, un frigo, le cycle d'un frigo, combien de fois il se met en route, combien de fois il s'éteint, par exemple. Ça peut être aussi le nombre d'heures dans lequel on utilise l'éclairage du stade. On a tendance à s'arrêter au match et en réalité, il est allumé avant. Il continue à être allumé après pour des raisons de sécurité. Et donc, à un moment donné, on a pris toutes ces données. Ensuite, on a fait un collectif des principaux acteurs. On s'est mis autour d'une table et on a parlé de l'usage, des besoins, des réels usages et des réels besoins. Qui a besoin de quoi, pourquoi? Ensuite, peut-être qu'il y a des équipements des fois que vous aviez qui ne servaient pas. Tout à fait, ou en tout cas qui ne servent pas de manière constante. En fait, le vrai sujet est la constance, la temporalité de l'usage. Vous pouvez avoir des équipements qui ne servent que lors des matchs, ou 1 heure avant et 2-3 heures après. Et puis, 15 jours après, vous avez un match. Entre les deux, vous n'avez pas les mêmes usages, vous avez des entraînements, donc vous avez quand même des besoins. Mais vous avez quand même besoin de voir quels sont les principaux éléments majeurs de votre activité et que ces choses-là ne soient pas amputées simplement pour faire des économies d'énergie, de manière arbitraire, sans réflexion. Donc, on s'est mis autour d'une table, on a décidé de ça. Je pense que c'était très important pour que personne ne soit frustré dans la démarche d'économie d'énergie, que tout le monde adhère. Ensuite, du côté maintenance, on s'est préoccupé des plus gros correctifs sur les grosses machines, qui sont les productions de froid, les CTA, les motoventilateurs, les motoconvecteurs, tout ce qui produit les chaufferies, les échangeurs à plaques, les ballons de CS, tout ce qui dans un stade est énergivore en masse, donc de faire une étude précise de ces équipements, leurs fonctionnalités. Ça, c'était bien sûr important si on voulait assez rapidement faire de l'effet. Ensuite, on a optimisé une GTC qui était déjà mise en place, mais elle avait été mise en place sans analyse fonctionnelle précise, ce qui avait généré des problèmes. Il ne faut pas se le cacher. La solution numérique demande aussi une approche particulière avec des professionnels. On a la chance d'avoir un AMO à côté de nous. Je ne lui fais pas forcément la publicité, mais je pense que c'est carrément indispensable dans l'approche. Ce sont des métiers qui sont trop compliqués aujourd'hui pour qu'on puisse les aborder en bricolant. Il faut vraiment se préoccuper de beaucoup de choses pour que ça marche. Et quand ça marche, ça fait de l'effet. Donc, moi, j'encourage tous ceux et celles qui sont autour de la table et ceux qui regardent à se préoccuper vraiment des AMO parce que c'est vraiment un moyen très important d'arriver au but. Ensuite, on a pris en place, on s'est mis un peu en position d'AMO de notre côté d'une certaine manière, mais plus de
gestionnaire du bon sens dans l'usage, c'est-à-dire que tous les utilisateurs qui ne sont pas forcément les utilisateurs du quotidien, ça peut être des manifestants qui viennent juste présenter un spectacle pour un match, ça va être les food trucks qu'on va trouver répartis autour du stade, qui ne vont pas forcément avoir conscience qu'allumer la friteuse 6 heures avant, c'est peut-être pas la solution si elle est en chauffe au bout de 10 minutes. C'est peut-être des choses comme ça. Donc on a responsabilisé les utilisateurs en masse et on passe régulièrement pour leur rappeler les bons usages. Ça mange pas de pain et quelque part ça montre à tout le monde qu'on s'en préoccupe. Il y a du résultat derrière. Ensuite, on a monté un dossier pour voir les faiblesses qu'on avait sur le site. On avait du matériel à certains endroits qui était soit mal géré auparavant, soit qui était vieillissant, soit qu'il fallait changer pour arriver sur des performances un peu plus sympathiques. Donc on a fait un plan d'investissement qu'on a présenté, sur lequel on a été globalement suivi. Donc on a pu mettre en place les changements nécessaires à l'optimisation de l'ensemble des machines du site. Et puis, je l'ai mis en dernier et j'aurais dû le mettre en premier, mais je voulais finir avec ça. Je pense que quand on rentre dans une démarche comme ça, sur un site en particulier, je pense qu'il faut se rapprocher d'une démarche projet, même si on est en rénovation, même si c'est de l'existant. Cette démarche projet, elle n'est pas à négliger. Elle fait juste que cadrer les choses et les organiser. Ça permet d'éviter d'oublier des choses, ça permet de faire du transverse plus facilement. Et pour ma part, je trouve aussi qu'il y a une satisfaction à mener un projet. On a un objectif et on accroche tout le monde au passage et on fédère un peu l'ensemble des acteurs autour de ce projet. Et du coup, tout le monde joue le jeu beaucoup plus facilement que quand c'est quelque chose d'anecdotique ou d'un événement, comment je vais dire, plutôt intempestif qui vient toucher la panne d'un équipement. Puis une fois que c'est réparé, on ne s'en préoccupe plus parce qu'on a d'autres choses à faire. Voilà. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que... C'est ce qu'on voulait savoir. On y arrive. À combien, c'est quoi les économies qu'on a derrière On y arrive. En termes de pourcentage? On a fait un relevé en 2021 avec une plateforme de relevé qui prend en compte le relevé du Linking Pro. Hein. Donc, on a un poste de transformation, donc c'est assez facile, qui produit sur l'ensemble du site. Et on a un relevé clair sur l'année 2021 de 909 000 kWh répartis en 786 000 kWh pour l'électricité et 123 000 kW en gaz. Et en 2022, vous regardez, on a fait effondrer la consommation, et je précise bien à périmètre et activité constant, parce que c'est très important de préciser ça, parce qu'évidemment, toute activité modificatrice ou tout périmètre qui augmenterait ou qui réduirait ferait chuter ou modifier les données. On a moins 29%. Alors, c'est le hasard hein, sur l'électricité et sur le gaz. En réalité, sur l'électricité, principalement, ça a été la GTC qui nous a beaucoup aidé à programmer, se rapprocher du besoin réel sur les grosses machines énergivores. Beaucoup les usagers aussi, par leur prise de conscience et leur conscience, j'allais dire, environnementale. Je débranche un ordinateur qui reste allumé. Je fais attention à ne pas allumer des frigos alors qu'on n'a pas de manifestation. Je m'inquiète de ce sujet, tout simplement. Puis sur le gaz, ce qui a été assez phénoménal, alors là, c'est l'analyse des courbes que nous ont produit les différents systèmes de supervision GTC, GTB qu'on a sur site. C'est qu'en croisant les données entre consommation et GTC, on s'est aperçu qu'à certains moments, on avait des anomalies dans la lecture des courbes de remise en température des ballons d'eau chaude sanitaire. Et ce sont de très gros ballons, c'est plus de 2000 litres pour pouvoir produire l'eau chaude pour l'ensemble des douches et des vestiaires. Et ça nous a permis d'aller beaucoup plus au fait sur tout simplement des clapets anti-retour tout bêtement, qui étaient sur des systèmes de mitigage qui avaient lâché. Et donc on avait par certains endroits de l'eau froide qui intégrait la boucle d'eau chaude de manière indirecte et qui faisait pousser l'échangeur à plaques et la chaufferie à fond, alors qu'on ne l'aurait peut-être pas tout de suite décelé si on n'avait pas eu ces outils. Là, ce qu'on voit sur ces résultats, c'est que, là je remets en perspective, on va en parler, hein, Estelle, du décret tertiaire, c'est, si je ne me trompe pas, c'est 40% d'économie d'énergie en 2030. Là, vous y êtes pas loin des 40% sur ce... Il reste encore 10%, mais vous avez quelques années encore pour y arriver, mais c'est déjà une grande marche de montée. Ouais. C'est une performance, en même temps, il faut être très clair. La première marche est la plus facile. Hein, votre année de référence, si j'ai bien compris, va être plutôt 2021, je pense. Oui, on a plutôt intérêt. Sur on va pas se mentir autour. Là, on essaie de prendre l'année qui est la plus consommatrice. Mais il faut bien être conscient de quelque chose, c'est que la première marche, c'est celle qui est quelque part la plus facile.
Les gratter ensuite derrière et arriver à maintenir ce niveau, c'est beaucoup plus dur. Parce qu'on a évidemment des mauvaises habitudes qui peuvent venir, on peut avoir aussi des défaillances techniques, donc ça demande une vigilance. Et je pense que faire une performance, c'est bien, la tenir dans le temps, c'est encore mieux. C'est tout l'enjeu de nos contrats, hein, et c'est tout l'enjeu aussi de la collectivité, de se préoccuper de ces données et du suivi de ces données à travers tous les systèmes que l'on peut en voir. Voilà, je voulais vous partager ce moment. Je veux juste quand même mettre un point d'honneur sur l'homme. Je sais on parle beaucoup de building. L'homme et la femme. L'homme, femme, bien sûr. Hein. Bien entendu. L'homme au sens général et l'humain, parce qu'on peut avoir toute la meilleure technique du monde. Si on n'a pas de l'humain derrière, ça ne marche pas. Et on peut avoir des hommes avec la meilleure volonté. S'ils n'ont pas d'aide de la technique, c'est compliqué aussi. Oui, ce qui veut dire que c'est indissociable. C'est ce qu'on disait. Merci pour votre présentation. C'est ce qu'on disait lors du déjeuner, c'est qu'il faut à la fois les deux qui travaillent de concert, si on peut dire que la machine travaille, mais ça c'est un autre sujet. Je ne vais pas vous amener sur ces réflexions, mais du coup il faut mettre l'humain au cœur du sujet. C'est ce que vous disiez, c'est qu'il faut avoir aussi ces ressources humaines qui permettent d'assister et d'être là pour assister tous les systèmes. On va continuer. Merci pour cette présentation. Alors. Cher public, vous allez nous demander les présentations aussi. Hein. On sait qu'à chaque fois, vous nous dites quand est-ce que je vais avoir les présentations. Alors on fait un petit deal, vous savez, cher conférencier, avec le public. En fin de conférence, vous recevrez un questionnaire de satisfaction. Vous répondez au questionnaire de satisfaction et à ce moment-là, on vous envoie la présentation. Voilà, donc vous aurez toutes les présentations avec les chiffres et des schémas, des fois qui étaient un peu petits, mais que vous pourrez lire tranquillement. Alors Estelle, pour continuer effectivement sur ce sujet, on voit que à quel point, là on a parlé des équipements, on a parlé des besoins du client, l'accompagnement, mais aussi il faut des solutions logicielles derrière pour venir agréger les données, on voit l'interopérabilité entre les différents systèmes. Bon, et c'est le sujet que vous allez développer pour nous là maintenant. Hein. Très bien. Donc, c'est vrai que la transition pour moi est vraiment parfaite. Et déjà, félicitations pour les économies d'énergie. Et quand on est éditeur, des fois, on n'a pas forcément les chiffres et les retours d'expérience de nos clients. Et on n'est pas encore implanté à Aix-en-Provence. Ça ne serait tardé. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir ces chiffres. Parce que justement, quand on est éditeur de solutions, vous parliez de durabilité. Nous, c'est super important aussi d'avoir une technologie qui dure dans le temps. Donc ça, je vais en parler un petit peu. Et vous parliez aussi de l'humain. Et derrière une solution, il y a forcément des développeurs. Et pour nous, c'est hyper important aussi de pouvoir recruter des ingénieurs qui vont développer les logiciels et d'être en phase aussi avec les besoins du marché. Donc ça, c'est vraiment un point que je ne pensais pas forcément évoquer, mais qui est quand même super important. Donc là, je vais vous faire juste une petite présentation vraiment très rapide de qui on est, parce qu'en fait, Codra est donc une société française, éditeur de plus de 35 ans d'existence. Et puis, j'ai mis quelques logos, parce qu'on est membre de SBA depuis 2 ans. On vient de rentrer dans la commission donc menée par Christian sur la rénovation énergétique. On est membre également de la French Fab, parce qu'on a tout un volet sur l'industrie. Et nous sommes membres également de BACnet. Et BACnet, c'est un protocole de communication qui est utilisé dans les bâtiments. Et c'est un protocole hyper important, parce que sans communication de la donnée, on ne pourrait pas fonctionner avec la techno au-dessus. Donc quelques chiffres très rapides, et c'est celui sur lequel je vais insister, c'est plus sur la partie R&D, donc que je ne vois pas à l'écran, mais c'est à peu près 20% de notre chiffre d'affaires qui est réinvesti, parce que d'avoir un logiciel pérenne et de pouvoir accompagner dans la durée, c'est hyper important. Aujourd'hui, on parle de bâtiments, on parle de rénovation de bâtiments existants, on parle de bâtiments neufs. Il faut avoir une techno qui puisse s'associer aux technologies qui sont déployées aujourd'hui, mais également dans l'avenir. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel j'insiste. Et c'est une capacité que nous avons au sein de l'entreprise. Pour la petite anecdote, en fait, vous parliez d'énergie initialement dans la présentation. Et la société est née grâce à l'énergie nucléaire, il y a 35 ans. Et nos applications sont toujours en place. Et donc, d'être en capacité d'avoir une certaine pérennité au niveau du logiciel, c'est vraiment un point que je tiens à souligner. Voilà. Donc, pour avancer sur la présentation, donc les autres chiffres, hein, vous en avez pris connaissance, je ne vais pas rentrer, mais on est 150 personnes et nous sommes présents en France et à l'étranger, avec un fort développement au niveau européen et international.
On parle de décret tertiaire, on parle de décret BACS. La France est assez en avance sur ces sujets, sur tout ce qui est réglementation. Et c'est en train, on est devenu un peu un exemple pour nos voisins européens, pour l'Espagne, pour l'Italie, pour l'Allemagne, d'aller aussi là-dessus. Donc c'est vrai que ça fait plaisir que ce soit dans ce sens-là. Alors Panorama, pour revenir sur le cœur du sujet, c'est une plateforme logicielle de supervision qui est en capacité de s'adapter à un certain nombre d'usages. On parlait du bâtiment, qui est un sujet aussi qui est très siloté. Le bâtiment, en fait, il va exister dans un quartier et il va exister dans une ville. Et quand on parle de bâtiment, on parle du bâtiment tertiaire, on parle du stade, on parle des hôpitaux. En ce qui nous concerne, on a beaucoup de projets, on a plus de 40% de nos projets qui sont dans des hôpitaux actuellement. Donc c'est vraiment un sujet également. Et il faut être en capacité de s'adapter aussi bien à une petite infrastructure de bâtiment qu'un bâtiment comme le Louvre ou des sièges sociaux qui sont extrêmement consommateurs parce qu'ils sont juste immenses. Quand vous voyez juste les tours à la Défense et que vous dites qu'il faut administrer toute la technicité de ce bâtiment, voilà, il faut avoir une solution qui correspond. Donc voilà, donc on parle souvent de la Smart City un peu comme un concept, mais il existe quand même et on souhaite l'atteindre. Donc le bâtiment, il existe dans un quartier et la supervision est partout. En fait, on va avoir une gestion de l'eau, on va avoir une gestion de l'électrique, on va avoir une gestion des transports. Toutes les personnes ont besoin de se déplacer pour atteindre les bâtiments. Donc voilà, c'est ça que je souhaitais évoquer avec ce visuel. Donc pour revenir sur le bâtiment qui va être consommateur en fait de données, c'est à de multiples stades. Donc on a parlé de la GTB, GTC, ce n'est pas un concept nouveau finalement. C'est un concept c'est même pas un concept, c'est une solution qui existe depuis des années. Ça fait plus de 20 ans que l'on déploie des projets de GTB et GTC, donc on a un retour d'expérience assez aguerri sur le sujet. Mais en fait aujourd'hui, on doit aussi s'interfacer avec d'autres types de technologies. On parlait de l'IoT, des objets connectés qui sont très déployés. Vous avez également toute la partie des éco-buildings. Aussi, on ne peut pas ne pas y aller. Il y a la partie des panneaux solaires. Qu'est-ce qu'on appelle les éco-buildings Alors, les éco-buildings, c'est en fait, vous allez avoir le bâtiment, il devient technique. Sur le toit, vous allez peut-être avoir des panneaux solaires. Vous allez peut-être avoir aussi des générateurs d'électricité en interne. Oui, donc sur lequel il peut y avoir un peu d'autoconsommation, il peut y avoir de l'autoconsommation, la production d'énergie. Tout à fait. Ouais. On a des bâtiments, on est pas mal aussi sur, je parlais des hôpitaux, on est aussi présent dans des bâtiments industriels. On parle souvent d'industrie au sens process, mais le bâtiment, il est technique. Vous avez des gens tous les jours qui vont travailler, ils sont quand même contents d'avoir un minimum de ventilation, de chauffage, des conditions de travail qui doivent être respectables pour que les personnes aussi travaillent de façon convenable. Donc je m'éloigne de la question, mais au niveau éco-building, c'est aussi d'être en capacité de mesurer, de suivre sa consommation énergétique. C'est ça aussi, de devenir un éco-building et de consommer que ce dont j'ai besoin. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gâchis. Quand on chauffe et qu'il n'y a personne, ou quand on met de la climatisation alors que pendant 15 jours, il n'y a personne dans les bâtiments, il y a du gâchis à ce niveau-là. Donc, Est-ce qu'il n'y a pas un risque, là je parle aussi à tout le monde, mais on va rester sur la présentation, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi, on en parle, d'effet rebond, c'est-à-dire que les économies que je fais, des 30% que vous présentiez tout à l'heure, finalement je les redépense sur autre chose et finalement je les écrase. Effectivement, c'est une possibilité. C'est toute la démarche qui doit être prise en compte. C'est à chaque fois que maintenant on doit amener un nouveau service, quel qu'il soit, on doit avoir la démarche de se poser les bonnes questions en amont, de comment je vais l'intégrer, dans quoi je vais l'intégrer et quel va être l'usage. Si on ne se pose pas ces questions-là, effectivement, c'est le risque. On va gagner de la capacité et on va rajouter des équipements, mais qui ne seront peut-être pas bien gérés ou pas bien intégrés. Ouais. Les effets rebonds là, sur vos clients, vous les constatez aussi Alors oui, on les constate. Après, au vu de l'inflation du prix de l'énergie, il y aura moins d'effets rebonds dans l'avenir. Ouais. Parce que quand on a commencé à comprendre ce qu'on perdait et ce qu'on potentiellement gagnait dans le portefeuille, là je parle en euros, je ne parle plus en kilowattheure, on commence à comprendre qu'on a intérêt à être vertueux. Donc je pense que le phénomène d'effet rebond,
il va être atténué par l'inflation du prix de l'énergie. Donc la solution logicielle, on va revenir sur votre présentation, la solution logicielle aussi, vous la mettez en place sur tous les bâtiments, sur plusieurs bâtiments, donc ça permet aussi de maîtriser, j'imagine, cet effet rebond qu'il pourrait y avoir en disant parce que j'économise à droite, il ne faut pas que je le consomme à gauche. Absolument. Et je peux vous donner un exemple qui est, alors je n'ai pas forcément les chiffres précis, mais que je trouve très parlant, c'est les data centers. On en a de plus en plus, étant donné qu'il faut du numérique partout. Il faut bien stocker la donnée quelque part. Les data centers produisent beaucoup de chaleur. Et cette chaleur, en fait, aujourd'hui, elle est déjà récupérée pour chauffer d'autres bâtiments qui sont à côté. Et ça, c'est par exemple l'exemple de Disneyland Paris. Vous avez des data centers qui chauffent une piscine qui est tout à côté. Et là, on est vraiment dans un cercle vertueux et je trouve que c'est un exemple très, très parlant. Si on arrivait à faire ça avec plein d'autres bâtiments, ça serait génial, clairement. Mais voilà, en tout cas, le logiciel permet de piloter l'ensemble de ces données. Et pour donner un exemple assez précis aussi, c'est que dans notre plateforme logicielle, donc c'est une plateforme qui est composée de 3 produits, avec Panorama Communication, qui va venir récupérer, collecter la donnée. Ensuite, vous allez en fait produire des interfaces logicielles qui vont vous permettre, et on va adapter en fonction du besoin grâce à nos partenaires intégrateurs qui vont s'adapter au métier de nos clients. Et ensuite, il y a la partie Panorama H2, Historian. Et sur cette partie, je vais juste m'arrêter quelques secondes parce que cette solution, elle existe depuis plusieurs années et on en vendait assez peu. Parce qu'en fait, elle permet de suivre la consommation d'énergie et aussi d'aider à prendre les bonnes décisions derrière. Et il y en avait beaucoup qui nous disaient « Non, mais c'est bon, je n'en ai pas besoin. Une fois que c'est en place, j'ai plus besoin de suivre. » Voilà, c'est OK. Sauf qu'en fait, avec cette augmentation du prix de l'énergie, aujourd'hui, c'est finalement cette solution, j'aimerais bien la regarder. Et on l'a mise en place auprès de quelques clients qui ont effectué un ROI en moins de 6 mois, rien qu'en mesurant. Donc ça, c'est un exemple, je pense, assez parlant. Plus on mesure, c'est comme le porte-monnaie, hein, plus on fait ses comptes et plus on fait des économies. C'est la même chose. Il faut avoir les données qui remontent, oui. Absolument. Je vais juste terminer avec un exemple pour illustrer mon propos et puis revenir un petit peu sur cette table ronde de ce qui a été évoqué. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, le bâtiment n'existe pas seul et il y a une mesure qui est faite de façon très silotée. On a un exemple donc avec la société CRAM, qui est une société de services, entre autres, et de gestion du chauffage urbain. Et en région Normandie, ils sont partis d'un constat, c'est qu'effectivement, ils sont donc gestionnaires, ils répondent à des appels d'offres, et pendant 10 ans, ils vont avoir un contrat de gestion d'un certain nombre de bâtiments. Ils vont installer des automates, ils vont installer du matériel. Sauf qu'une fois qu'ils ont terminé ce contrat, finalement, est-ce que tout a été bien optimisé sur l'ensemble de ce parc ? Et donc, ils se sont dit, on va proposer un service aussi d'administration de multiparcs. Donc, il y a eu tout un travail qui a été fait pour en fait gérer à distance alors là, je vois 200 applications simultanées, mais c'est plus de 600 établissements sur l'ensemble de la région, à distance, sans avoir de personnes qui interviennent sur place. Et ça a permis des économies considérables avec une gestion assez précise. Là, ils peuvent aussi piloter à distance, ils peuvent tout faire, hein, c'est-à-dire j'ai remonté d'informations, je pilote à distance. C'est bidirectionnel, c'est dans les deux sens. J'ai des infos. Est-ce que j'ai des infos aussi sur la maintenance qui remontent avec des alertes sur les maintenances qu'il peut y avoir ? On peut avoir, ça dépend du paramétrage, mais c'est tout à fait envisageable. Ouais. Oui. Je voulais vous laisser peut-être. Vous avez une autre diapo, hein ? J'ai une autre diapo juste avec le contact et quelques références clients, mais non, en fait, sur ce sujet, si en tout cas il y a des personnes dans l'Assemblée qui souhaitent avoir plus d'informations, on a réalisé un retour d'expérience d'une petite vidéo d'une vingtaine de minutes qui permet de rentrer un peu plus dans le détail sur comment administrer plusieurs bâtiments sur un site et qu'on n'est pas juste sur un seul, on est sur plusieurs à distance. Donc je pense que c'est une hypervision. Voilà. On voit, Estelle, merci pour cette présentation. Puis vous avez vos coordonnées, on passera effectivement la présentation à tout le monde. On voit, Estelle, que dans le cadre du décret tertiaire aujourd'hui, c'est obligatoire d'avoir les remontées d'informations parce que, bon, on va voir le fournisseur d'énergie va vous dire combien on consomme, est-ce qu'on est au résultat en 2030 ou pas, mais si on ne peut pas suivre ça au fil de l'eau, savoir les endroits où il y a des dérives, pouvoir corriger tout ça, on ne sera jamais au résultat en 2030, non ?
Bon, je pense qu'il faut rester optimiste, Xavier. On ne va pas s'arrêter. Non, mais je veux dire, par là, oui, il faut mettre des systèmes en place comme les vôtres, sinon c'est pas possible. Ouais. En fait, vous avez le décret tertiaire qui définit un cadre et vous avez le décret BACS qui définit les moyens. Donc, j'invite vraiment à lire l'évolution de ce décret qui est paru et qui continue d'évoluer. Et donc, le décret BACS recommande plus que fortement de se munir d'une GTB parce que sans outil de mesure, effectivement, on n'est pas clairvoyant sur comment faire des économies et comment gérer son bâtiment. Merci Estelle. Alors on va continuer. Le temps file, hein. C'est terrible. Hein. On ne peut pas l'arrêter le temps, même si on le mesure. On le mesure. Hein. Même si on le mesure, on peut pas l'arrêter. Il fait très chaud dans la salle. Hein. Vous voyez, peut-être qu'il faudrait mettre des ventilateurs dans cette salle. Pierre-Marie, pour terminer, effectivement, sur ce tour de table, peut-être on peut rappeler les différents groupes de travail qu'il y a au sein du SBA. Et puis aussi de la partie silo, parce qu'on en a beaucoup parlé, hein, chacun vous parlait de silo, à la fois je travaille en silo, et puis on sait qu'on ne peut pas aborder tous les sujets, maîtriser tous les sujets, donc à un moment on se limite. Est-ce que je travaille, c'est pareil dans toutes les entreprises, dans toutes les organisations, je suis en silo transversal, donc c'est toujours les questions qu'on se pose. Et donc vous travaillez effectivement beaucoup là-dessus, et effectivement pour essayer de désiloter aussi. Absolument. Alors je voudrais déjà souligner qu'on a fait quand même une table ronde où on a employé le mot friteuse et le mot clapet anti-retour. Donc ça, c'est assez exemplaire. Pour être un peu plus sérieux, oui, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur... je crois que nos speakers l'ont dit mieux que moi. L'enjeu, c'est effectivement de mettre les gens autour de la table pour les usages, comme vous l'avez dit, Guillaume, pour partager la donnée, comme vous l'avez dit, Christian, pour les différents applicatifs, comme vous l'avez dit, Estelle. Donc l'enjeu, il est vraiment de jouer collectif. Et pour jouer collectif, il faut désiloter, il n'y a pas le choix. Et il faut surtout être en capacité, comme l'a souligné Christian, de qualifier, de sécuriser, partager la donnée. Ce que vous évoquiez comme la gouvernance de la donnée, c'est assez central. Et si on n'arrive pas à désiloter, on n'arrivera pas à être bon et à s'améliorer dans le temps. Moi, ce que je voulais retenir aussi, c'est plusieurs choses, mais c'est la stratégie du premier pas, vous l'avez souligné Christian, c'est-à-dire qu'on peut commencer sur un usage énergétique, mais si on est prêt en termes de mindset, en termes d'architecture technique et digitale, l'énergie sera peut-être la première brique, mais il y aura plein d'autres briques servicielles qu'on pourra agréger dans le temps. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête, que ce soit en rénovation ou en construction. C'est que le numérique, il peut permettre d'être un grand facilitateur pour développer l'offre de services d'un bâtiment, d'une école, d'un stade, etc., etc. Si on faisait un constat, Pierre-Marie, on en avait parlé, mais le déploiement qui a été opéré, les taux de déploiement sur ces systèmes, j'avais retenu un chiffre qui était de l'ordre de 6%, non ? C'est pas ça Je ne sais pas de quel déploiement vous parlez, j'ai pas ce chiffre en tête. Si vous voulez parler du déploiement peut-être de Ready to Service, ouais, notre cadre de référence, donc c'est ça, oui. on est à un peu plus de 2,5 millions de mètres carrés déployés, c'est à peu près 150 programmes en France, et on a des programmes aussi à l'étranger, notamment aux Pays-Bas et en Belgique. Donc ça s'accélère sur le dernier semestre, sur la dernière année même. Donc il y a une appropriation du label R2S qui commence à voir le jour. Je rappelle que c'est un label qui est délivré par Certivea sur le bâtiment tertiaire. Donc les signaux sont plutôt verts. Après, comme l'évoquait Christian, ça peut aussi faire peur de se dire oh là là, c'est très exigeant, parce qu'on rappelle R2S, c'est 6 chapitres, hein, et chaque chapitre est décliné en exigence avec des barèmes de points qui donnent droit au label. Donc ça peut faire un peu peur, mais en tout cas, nous on estime que c'est vraiment le chemin critique pour amener de la bonne manière, je parlais de manière raisonnée tout à l'heure, amener de manière raisonnée le numérique dans le bâtiment. Donc le déploiement, il poursuit son cours, il faut que ça accélère encore, mais en tout cas c'est en bonne voie. Voilà, mais il y a une marge de progression, c'est ce que je voulais dire, qui est très importante. Je parle pour les maîtres d'ouvrage qui nous regardent aujourd'hui. Puisqu'on parlait chiffres justement, on va faire un petit quiz là. Si vous avez 2 minutes encore avec nous, on a encore quelques minutes ensemble. Alors je vous invite, chers conférenciers, chers public qui êtes sur place, sortez vos téléphones portables, je vous vois, et puis cher public qui est à distance. Alors avant qu'on lance le jeu, hein, Benjamin, donc là vous scannez le QR code et vous inscrivez, vous allez voir, c'est très simple. Alors je vais vous rappeler le temps que vous inscriviez les règles du jeu. Voilà, ça commence. Pour gagner,
il faut répondre le plus vite. Alors vous pouvez travailler à deux. Hein. Alors souvent, j'ai remarqué que quand on travaille à deux, on est meilleur, mais on perd un peu de temps. Et c'est ce que j'allais vous dire, c'est que il y a deux critères. C'est plus on va vite, plus on gagne de points pour la réponse. Mais attention, il faut avoir la bonne réponse pour autant. Hein. Donc ça, c'est un sujet important. Je vous laisse rentrer dans ce jeu. Voilà. Et puis vous allez pouvoir rentrer en cours de route. Je vais récupérer la zapette parce que ça, il me la faut. Ça, c'est vous qui l'avez, Estelle. Merci. Voilà. Allez, Benjamin, on va commencer le jeu. Le temps que... Mais vous allez pouvoir continuer à rentrer au fur et à mesure. Je laisse lancer ce jeu. C'est un quiz. Alors, le plus vite et la meilleure réponse. Il n'y a pas énormément de questions, vous allez voir. 3, 2, 1. Partez. Vrai ou faux? Alors là, il faut aller très vite sur ces questions-là. Souvent, c'est 10 secondes. 50% des cas d'usage de bâtiment n'existaient pas il y a 5 ans. Vrai, faux? Allez, répondez. 2, 1, 0. Donc ça, c'était les cas d'usage. C'est vrai. Effectivement, on voit que c'est l'accélération, hein, c'est ce que vous disiez, Pierre-Marie, c'est l'accélération des usages, et donc il faut des cadres de référence pour encadrer ces nouveaux usages. On va voir qui a gagné et où est-ce qu'on en est en termes de points. C'est CF. Est-ce que CF est là? Il y en a un, c'est quelqu'un qui est à distance. On pourrait faire deux équipes, hein, vous savez, dans ce jeu, on peut faire des équipes à distance et en présentiel. Ensuite, deuxième question. L'installation amélioration de la GTB peut être financée par des certificats d'économie d'énergie. Est-ce que c'est vrai ou faux? Allez, il faut aller très vite parce que là, ça va... Voilà. Ah bah, tout le monde a répondu, vous voyez. En grande majorité, c'est vrai, ça va se jouer. Là, autant, c'est MP qui est passé devant et qui a dû être extrêmement rapide. En 2025, la GTB sera obligatoire pour les bâtiments tertiaires dans les systèmes de chauffage clim à une puissance. Alors là, ça va être un peu plus technique. 2025. On vous laisse répondre. Attention, tout le monde répond. Allez-y, tout le monde a répondu. Voilà, vous avez tous répondu. Est-ce que c'est bien ça, 290 Estelle, tiens, prenez un petit micro. Est-ce que c'est bien ça? Ou alors c'est une colle que je vous pose, vous n'êtes pas sûr de la réponse? Je vous n'êtes dirais pas sûr? Oui. Je dirais que c'est supérieur à 290. Voilà, c'est supérieur à 290. Hein. Avant, c'était 70, hein, je crois, et ça a été modifié. Ça a été modifié très récemment. Guillaume, un petit point, une petite précision. Le supérieur à 70, en réalité, il vient de faire l'objet d'un nouveau décret. Il est reporté à 2 ou 3 ans plus tard que les 2025. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, le décret BAC s'arrête à 290 kW de puissance. Mais dans les 2 années qui vont suivre 2025, donc 2027, là, par contre, l'exigence va être supérieure à 70 kg. Ça veut dire explosion du décret BAC pour se mettre en accord avec le décret tertiaire, tout simplement. C'est ça, la convergence. On peut dire que 70 kW, ça correspond à peu près à un bâtiment de 1000 m² pour résumer. Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près le calcul qui a été fait. Voilà, alors je vois tout de suite on repose les micros pour être prêt à tapoter. Allez, là les scores, qui est-ce qui est passé devant? C'est MP, Steph est remonté, là c'est trois bonnes réponses de suite, hein. C'est pour ça qu'il y a eu une petite flamme. Donc attention, un examen périodique de système de contrôle BAC devra être réalisé tous les ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans. Est-ce qu'il y a des examens périodiques? Morgane a mis un petit calendrier. 10, 2, 1. Voilà. C'était tous les 5 ans. Là, on peut préciser, peut-être il y a quelque chose à dire là, en termes de précision. Guillaume, oui. Vous êtes le spécialiste du terrain. Pas forcément spécialiste. D'ailleurs, j'ai fait une erreur, j'ai mis 1 an. Parce que j'étais persuadé qu'il fallait le vérifier régulièrement vu l'évolution des équipements. Mais tous les 5 ans, ben oui, c'est évident qu'un système qui va être centralisé doit être suivi régulièrement de manière à vérifier qu'il ne soit pas tout simplement obsolète ou inopérant. Hein. Je pense que c'est pour garder la direction. C'est ce que je pense. Voilà, merci pour cette réponse. Alors le podium, 3e, Johan. Est-ce que Guillaume, vous êtes sur le podium? 2e, Steph. Et 1er, voilà, qui arrive, MP. Est-ce que MP est dans la salle? C'est quelqu'un qui est à distance, qui a répondu. Bravo MP pour cette réponse positive. Une question, alors peut-être que j'ai envie de vous poser. Il nous reste, on a dépassé un tout petit peu le temps, mais je pose donc une question. À partir de quel ordre de grandeur de consommation énergétique
La GTB vaut-elle le coup ? À l'échelle d'une copropriété ou de petits bureaux, voilà, on peut se poser la question pour d'autres. Là, on a vu des grands systèmes. À partir de quand on peut se dire, ça c'est pour vous, Christian, on peut se dire ça vaut le coup de mettre en place une GTB. Prenez le micro. Hein. Ouais, enfin, c'est une question qui est assez difficile à répondre. En ce moment, je suis en train de mettre en place, on est en train de réfléchir à des GTB sur des agences bancaires. C'est des bâtiments qui font entre 300, 400 et 800 mètres carrés. C'est tout petit, d'accord ? Donc, on pourrait se dire que, mais parce que ça correspond à un besoin, qui est une agence bancaire, les personnes qui occupent l'agence bancaire n'ont pas forcément la sensibilité ou le temps de s'occuper de la manière dont fonctionne cette agence bancaire. Donc, le fait de pouvoir avoir quelque part un œil qui va suivre à distance et quand je mutualise avec plusieurs agences, ça fait beaucoup de sens. Voilà. Donc il n'y a pas une règle du jeu. Enfin voilà, faut quand même qu'on soit très prudent avec ça. On peut en dire, ça c'était Guillaume qui vous l'a dit, on peut dire qu'il faut venir discuter avec un AMO pour savoir si ça vaut le coup ou pas le coup. Non, mais moi je suis même pas en train de faire la pub de mon métier. Merci, il a fait pour moi et pourtant je suis pas l'AMO d'Aix. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Guillaume, vous voulez préciser Un petit mot, on peut parler de nombre d'équipements, ça peut être une piste. Mais on peut aussi parler moi j'aime bien parler de propriété et de mutualisation. Souvent, je pense que quand on a un équipement qui est mutualisé, donc qui n'est pas la propriété d'une seule personne, je pense que la GTB, elle a une vraie valeur ajoutée. Quand on est maître de ses usages et quand on est un bon gestionnaire, on peut, je ne dis pas s'en passer, mais pour des petits espaces, on peut être conscient et simplement être un petit peu respecter un petit peu les engagements qu'on a au niveau des usages et s'arrêter au bon sens. Mais effectivement, quand c'est mutualisé, c'est beaucoup plus difficile de maîtriser ce que font les uns et les autres. Donc la GTB peut avoir un sens à ce niveau-là. Voilà, ce sera le mot de la fin, c'est le bon sens et l'humain au cœur du sujet. Pierre-Marie, alors un petit mot pour terminer. Déjà, remercier tous nos intervenants, le public qui est ici dans la salle et en ligne, et bravo pour les gagnants du quiz. Moi, je voulais rajouter deux petites informations qui vont un peu dans le sens de l'histoire. Pour y arriver, il faut être accompagné, il faut structurer, etc. Je voulais dire que pour les décideurs publics, mairies, collectivités, etc., la SBA avait contribué à des travaux dans le cadre du programme ACTE porté par la FNCCR. Donc on a travaillé avec le CERS, avec le GIMELEC, avec la FFIE sur un outil qui s'appelle Perfacté. C'est un outil gratuit en ligne. Et en fait, c'est un guide interactif qui vont permettre aux décideurs publics de s'y retrouver un peu mieux sur les solutions de pilotage numérique qui existent. Donc voilà, c'est assez ludique. En quelques clics, on peut un peu définir, caractériser son patrimoine, définir ses objectifs, puis après avoir sa feuille de route et même être mis en relation directement avec des professionnels du réseau Califellec et Calibat si on veut mettre en œuvre. Et la deuxième chose, c'est que notre commission rénovation énergétique et numérique, qui est portée par l'ami Christian Rosier ici présent, va faire paraître à l'automne un guide sur le pilotage numérique et la rénovation énergétique. Voilà, donc petit effet d'annonce, mais c'est dans les tuyaux, ça arrive bientôt. Voilà, ça sera le mot de la fin. On peut applaudir tout le monde. Merci à vous toutes et tous.